C'est encore un hors-série que nous vous proposons. J'ai l'impression de chaque fois démarrer de la même manière, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Un hors-série que nous vous proposons et qui va traiter d'un sujet dont on a déjà parlé. Enfin, en tout cas, on avait dit qu'on en parlerait. Et là, du coup, on va en parler enfin. On vous fait un sujet concernant Synology. Et pour en parler, je ne suis pas seul, évidemment. Il y a Xavier qui nous a rejoint pour parler de cette gamme d'appareils. C'est une marque d'abord, hein, ouais. Synology. J'avais insisté, vous avez fini par céder, c'est vrai. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. On va vous expliquer tout ça dans le détail, également avec Marc, utilisateur de ce type d'appareil, et Sébastien également. Si j'arrive à... Voilà, il est là, Sébastien, pour parler donc de ces appareils. Bon, bah, le mot est lancé, enfin l'acronyme est lancé, NAS, Synology fabrique des NAS. En gros, c'est ça l'idée, je ne dis pas de bêtises. Qui commence? Je vais peut-être d'abord commencer par Sébastien. Sébastien, que peux-tu en dire? C'est bon, achetez. Voilà, c'est fait. On a des actions chez Synology? Non, il me semble pas. Autant que chez Shield. Pas autant que chez Shield. Et d'ailleurs, les deux vont très bien ensemble. D'accord, bon, on y reviendra. D'abord, les principes de base, peut-être, Sébastien. C'est quoi un NAS? Network Attached Storage. Alors, je suis désolé pour mon anglais, je suis enrhumé, je vous emmerde. Et donc... ça veut dire quoi? Ça veut juste dire, en gros, que vous allez payer un prix cher, en gros, hein, pour prendre un disque en réseau. Voilà, un Synology, grosso modo, c'est quoi? C'est un disque qui est branché sur votre réseau et qui vous permet d'avoir une quantité de données assez incroyable, mais accessible derrière votre switch plutôt que sur votre machine. C'est-à-dire que votre machine claque, vous avez toujours le disque qui est à distance, le disque qui est partagé avec votre PC, avec celui de votre femme, avec votre Shield, avec votre machin, etc. Donc c'est ça le principe, mais c'est pas juste un disque dur qu'on met dans un boîtier comme vous pourriez mettre sur votre machine. C'est la plupart des Syno, parce qu'il y en a qui sont avec un disque. Ça, c'est le Syno d'entrée de gamme, hein, de base, vraiment pour le Syno du pauvre. Mais la plupart des Synology qu'on va trouver, c'est 4, 5, 8B. 8B, vous allez trouver ça chez des marques et moi, et sinon en général c'est plutôt des 4-5B. Il y en a même avec plus, et à ce moment-là au format 19 pouces, rackable, etc. Là on est plus dans du matériel professionnel ou semi-professionnel destiné à l'entreprise, quoi. Oui, voilà, et grâce à ces multiples disques durs, vous allez pouvoir utiliser du RAID. Donc il y a plusieurs types de RAID, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications du RAID vu que ce n'est pas un sujet sur le RAID, mais le RAID en gros ça vous permet de faire quoi? De pouvoir dupliquer une partie de vos données. Donc vous allez avoir, si vous avez 1 méga à stocker, vous allez avoir un petit morceau de ce méga qui est sur chaque disque avec des systèmes de parité qui fait que s'il y a un disque qui crève, eh bien, vous allez pouvoir récupérer l'information grâce aux autres paquets qui sont sur les autres disques. Donc, au lieu de stocker 1 méga, vous allez stocker 1 méga 2, 1 méga 3 pour pouvoir stocker cette information, mais vous avez l'assurance que s'il y a un disque qui claque, vous allez pouvoir récupérer ces informations. C'est le même type de technologie qui permet d'accélérer également l'accès aux données. Alors ça dépend des types de RAID. Vraiment là on peut rentrer dans tous les détails. Si tu vas sur du mirroring, effectivement tu vas accélérer ta lecture. Et si t'es en soft par contre, ton écriture va probablement chuter. Si t'es en RAID 5, tu vas avoir d'excellentes performances. Si t'es en RAID en mirroring, si t'es bref, et t'as le 0, le 1, le 5, le 6, le 10, le X-RAID, voilà, il y a toutes des technologies qui sont concurrentes, chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Le but principal, effectivement, c'est de minimiser au maximum le risque de perte. C'est ça. Alors, selon le niveau de RAID, on peut perdre, par exemple, sur un array de base de 5 disques, on peut perdre 1 disque, voire même 2 disques. Bon, plus on se suicide de désespoir parce que c'est fini, on peut pas encaisser. Mais c'est pour ça qu'à partir du moment où vous comptez utiliser un Synology ou un matériel similaire, on vous recommande franchement Synology, vous allez voir pourquoi après, pour faire du stockage de données
relativement critique, partez déjà à la base sur, même si c'est un peu plus cher, du matériel où il y a au moins 4 disques. Pourquoi ? Si vous partez sur un modèle à 1 disque, bon, il n'y a aucune sécurité. Si vous partez sur un modèle à 2 disques, vous avez 2 types. Soit vous avez du RAID 0, et en fait, simplement, les 2 disques sont considérés comme un seul gros disque. Il y en a un qui claque, tout est perdu. Soit vous avez du RAID 1, les 2 disques sont en miroir, il y en a un qui claque, l'autre peut prendre le relais. Conséquence, la capacité est divisée par 2. Tandis qu'à partir de 4 disques, vous pouvez commencer à utiliser des technologies comme le RAID 5, où là, un disque est réservé sur les 4 pour distribuer les informations de parité. Vous avez une capacité moins grande, mais avec la taille des disques durs aujourd'hui qu'on trouve 3 Tera, 4 Tera, 6 Tera, vous avez quand même de quoi vous faire un bel espace, tout en ayant cette sécurité, cette capacité d'encaisser un disque qui meurt. On y reviendra dans ce hors-série un peu plus tard sur le coût global de ce type d'appareil. Disons-le tout de suite, to the go, Synology ne fabrique pas de disque dur. Il propose une solution qui intègre du disque dur. Ils en conseillent, mais c'est pas leur métier. Leur métier, c'est de fabriquer ce qu'on vient de dire, des NAS. La solution arrive nue, fournie sans disque, et donc vous choisissez la capacité de vos disques en fait à l'intérieur du NAS. Je voulais juste rajouter un point, si je peux, Marc, sur le RAID. Alors, on a l'air de dire que c'est génial et que effectivement, ça vous permet d'être sûr que vous n'allez pas perdre vos données. Attention, un NAS n'est pas un backup, c'est un disque à distance, donc si vous allez vous connecter sur le NAS, que vous faites delete, tous vos fichiers sont partis en 2 secondes, vous avez tout perdu. Donc ça ne remplace pas une solution de backup, ça peut, vous pouvez faire, Marc et moi on utilise ce genre de solution, probablement Xavier aussi, pour faire des backups de nos machines, parce que nos machines ont des disques qui sont assez restreints et on copie avec de l'incrémental sur les NAS. Maintenant, si c'est pour avoir une copie unique de vos fichiers auxquels vous tenez le plus à cœur, parce que c'est des photos que vous pourrez jamais refaire avec Tati Daniel qui est morte il y a 20 ans, vous avez intérêt à le mettre quand même sur un 2e disque à côté que vous gardez au frais. Voilà. Alors, si on y reviendra aussi, enfin vous le comprendrez au fil de ce hors-série, justement, c'est un petit peu ce que vous disiez Marc, si on a choisi de vous parler spécifiquement de Synology, c'est que derrière ça, il y a un système d'exploitation, il y a une façon de faire, et comme tu le disais, c'est pas un simple système de backup, Seb, c'est aussi par exemple un cloud à domicile. C'est une des multiples possibilités qu'offre ce type de matériel. Ouais, je vais faire l'intro et puis je suis sûr que Xavier et Marc auront beaucoup de choses à dire là-dessus. Le Synology, en fait, effectivement, c'est un boîtier avec du hardware, un disque, pas les disques, vous devez apporter le disque, mais c'est le truc avec le processeur, un peu de mémoire. Vous pouvez souvent il y a de la place pour ajouter un petit peu de mémoire, et leur système d'exploitation. Donc leur système d'exploitation, c'est un Linux très modifié auquel la plupart ne doivent pas s'y connecter, mais des bidouilleurs comme moi ou Patrick, on va aller essayer de fouiner pour ajouter des paquets qui nous intéressent, mais c'est le Linux sur lequel il y a une surcouche et tout ça est accessible via une interface web, et l'interface web est extrêmement aisée et vous permet de faire des millions de trucs. En gros, dès que vous avez branché votre NAS, vous ouvrez ce truc et en faisant quelques clics de souris, tout est installé, vous n'avez plus qu'à commencer à configurer les services qui vous intéressent à faire tourner sur le NAS. Et c'est là effectivement que Synology a toute sa puissance par rapport aux autres NAS, parce qu'il y a plein de marques qui font des NAS, il y a plein de marques qui font des disques très performants, et Synology a ce DSM qui est quelque chose qui est inégalé sur le marché aujourd'hui. Xavier. Oui, donc Seb l'a dit, c'est un outil qui est vraiment extrêmement simple d'utilisation. Je crois que c'est vraiment une des grosses forces du système. Il y a une interface utilisateur qui est très conviviale, qui est compréhensible vraiment même par les plus gros débutants. Et à la base, pourquoi moi j'ai choisi un appareil comme ça ? Simplement, j'en avais marre de stocker toutes mes photos, toute ma musique, mes fichiers sur un PC, sur un autre, prendre des copies sur un des disques externes qui passent d'une machine à l'autre, sur CD, etc. Et donc j'ai décidé d'archiver toutes mes photos, tous mes fichiers, toute la musique sur un dossier. Sur mon NAS et de pouvoir le partager ainsi avec mon épouse et tout ça. Donc c'est un moyen très simple de stocker tous les fichiers importants pour vous. Et la force du système, on va avoir un environnement, comme l'a dit Seb, qui s'appelle le DSM. C'est un espèce d'operating system dans lequel on va pouvoir accéder à différentes fonctions et on va pouvoir activer très facilement, en un clic à peu près, des fonctionnalités du style un media center, un serveur cloud pour avoir une fonctionnalité
fonctionnalités exactement comme vous pourriez l'avoir avec le Google Drive ou avec Dropbox, mais à la différence près que les données sont hébergées chez vous, sur votre NAS, plutôt que sur des serveurs d'une société pour laquelle vous n'avez peut-être pas toujours confiance. Le système va vous permettre d'installer un antivirus gratuit ou payant, un système de backup également. Donc vous allez pouvoir gérer un système de backup où vous allez décider de faire vos backups soit sur une machine, un autre disque partagé ou même un autre disque Synology un autre serveur Synology qui serait hébergé ailleurs pour éviter un problème en cas de feu dans votre maison par exemple. Il y a un logiciel de surveillance caméra qui est très poussé. C'est d'ailleurs un des plus performants à mes yeux du marché pour un grand nombre de caméras qui sont basées sur IP. Alors là, il y a une petite licence à acheter si vous avez plus de 4 ou 5 caméras, mais ça vaut vraiment la peine pour les gens qui ont des caméras chez eux. Genre caméra Axis. Exactement, mais c'est vraiment pour un très 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 grand nombre de caméras IP. Mais on a toutes les fonctionnalités Media Center également qui sont vraiment intéressantes. Vous allez pouvoir partager vos photos un petit peu comme vous le faites sur un Google+, mais de nouveau, au lieu de l'héberger sur Google+, vous allez l'héberger chez vous. Vous pouvez mettre un lien de partage pour les personnes que vous souhaitez avec un nom d'utilisateur ou un lien de partage qui est valable uniquement quelques heures ou un certain nombre de fois. Donc c'est vraiment un système qui est très complet, très convivial et qui peut même dans beaucoup de cas remplacer un serveur style Windows Server, Small Business Server par exemple, pour des petites entreprises. Alors il y a des choses qu'on n'aura pas du style les stratégies de groupe ou des parties comme ça, mais on va pouvoir quand même partager une imprimante, on va pouvoir faire des dossiers partagés, on va même pouvoir simuler un Active Directory, donc créer vraiment des comptes utilisateurs et des dossiers partagés avec un niveau de sécurité et des droits de lecture. Donc c'est une solution très 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 complète. Alors, en usage domestique, je vais repasser la parole à Marc peut-être, on l'a plus entendu depuis un moment, et je sais qu'il en a un à portée de main à 1 mètre de lui sur sa droite. En usage domestique, à quoi cela peut-il bien servir, Marc ? Alors, il y a 2 types d'utilisation. En usage domestique, il y a l'utilisation de Monsieur Tout-le-Monde, qui va effectivement s'en servir principalement comme moyen de sauvegarde, qui va s'en servir comme bibliothèque de médias, soit qu'il va diffuser vers un PC ou vers plusieurs. Je l'ai dit, le NAS se marie très bien avec Kodi, notamment, ou bien avec une Shield, enfin Kodi sur une Shield ou sur un PC, notamment par la capacité que Kodi possède de pouvoir centraliser la base de données des médias sur le NAS, justement, et ce qui fait que les mises à jour se font à un seul endroit, le contenu est distribué, la gestion du contenu est distribuée, et c'est tout. Voilà. D'accord, je vais quand même te poser une question, parce que c'est une question que moi on me pose régulièrement, justement quand on a ce type de solution, iTunes. Et les produits Apple, on sait que la gestion de la bibliothèque iTunes, la bibliothèque musicale ou de podcast ou de vidéo ou autre, c'est pas toujours évident. Quand on veut le déporter sur un disque dur externe, la plupart du temps ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne mal. On perd les pochettes, on perd différents types d'informations liées typiquement au principe même de la bibliothèque iTunes. Est-ce que ça marche avec ce type de produit, Xavier ? Alors, moi, j'ai pas de Mac, mais j'ai installé cette solution chez beaucoup d'amis qui en ont. Mais c'est pas nécessairement Mac, la bibliothèque iTunes, ça marche aussi avec un. Non, tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'environnement a été pensé aussi bien pour les fans de Linux, de Windows, de Mac ou autre. Et il y a la possibilité dans le Media Center de créer réellement un serveur iTunes. D'accord. Et donc d'avoir une librairie iTunes avec vraiment tous vos paramétrages et qui est fait pour le logiciel iTunes. Donc vous allez vous connecter sur iTunes depuis votre iPhone, votre Mac ou autre, ou un Windows même. Vous allez avoir une bibliothèque iTunes hébergée par votre NAS. Qui va être liée à notre compte iTunes, donc pas mutualisée avec d'autres appareils s'ils sont logués au même compte, mais pas avec un compte... Alors je ne sais pas comment gérer l'achat des fichiers de musique, ça j'ai pas testé, j'avoue, sur iTunes, mais on va effectivement pouvoir accéder à sa librairie depuis plusieurs téléphone, et donc c'est intéressant, plutôt que de devoir stocker toute la musique sur votre téléphone par exemple, vous pouvez accéder à la musique qui est stockée sur votre NAS mais dans l'environnement iTunes auquel vous êtes familier. C'est le genre de choses, si je pose la question, c'est parce que effectivement dans un usage domestique, dites-moi si je me trompe, c'est le genre de question, c'est le genre c'est fait pour ça, enfin ce genre d'appareil, on espère en tout cas qu'ils sont faits dans cet esprit-là. On a parlé également hors enregistrement, Marc, de la norme DELENA qui permet de partager ce
ce contenu via une autre interface, la télévision par exemple, les smart TV, certaines tablettes également, etc. Tout ça, ça fonctionne, ça rentre dans un espace cohérent. Ça fonctionne d'entrée de jeu, ça fait partie des fonctionnalités de base qui sont installées quasi sur le DSM ou qui sont disponibles via des plugins. D'ailleurs, ça, je vais y revenir très vite. Le DLNA fait partie de l'ADN, on va dire, du Synology. Comme le partage musical se fait à d'autres niveaux que sur iTunes. On se rappelle, j'avais fait le test il y a quelques mois de la petite Boombox, tu te rappelles ? Logitech. La petite Boombox Logitech. Ouais. Il y a une distribution qui s'appelle Logitech Media Server qui est excellente et qui se fait de manière tout à fait transparente sur la Synology. C'est elle qui gère toutes les 4 ou 5 Boombox qui sont ici dans la maison. Alors, je reviens rapidement sur le concept de plugin parce que c'est l'architecture qui est aussi choisie par Synology pour faire évoluer le NAS. Parce qu'à la base, vous avez le DSM, vous avez toute une série de fonctionnalités que Sébastien et Xavier ont déjà passé pas mal en revue, donc la gestion des groupes, la gestion des utilisateurs, la gestion des fichiers, etc. Mais derrière ça, vous avez une communauté qui est extrêmement vive, extrêmement réactive, et vous avez un catalogue de plugins pour à peu près tout. Exemple, alors je vais passer quelques plugins au passage. Xavier a déjà parlé notamment du plugin qui permet de gérer toutes les caméras de surveillance. C'en est un. Il y a un plugin pour gérer vos téléchargements. Tout simplement, voilà, vous lui balancez des liens, vous mettez un répertoire en surveillance, vous le liez à un fil RSS, que ce soit du HTTP, du newsgroup, du BitTorrent, il va tout faire lui-même comme un grand. Vous avez des systèmes de partage de photos, de catalogage. Vous avez des systèmes de cloud, on l'a dit, mais vous avez également des plugins qui permettent de synchroniser votre cloud privé avec du Box.net, du Drive, du Dropbox, etc. Vous avez d'innombrables plugins qui permettent de faire du backup local, semi-local, remote, crypté, pas crypté, etc. Vous avez énormément de plugins qui permettent de transformer votre Synology à la rigueur en station d'enregistrement TV, par exemple. Il y a un plugin qui s'appelle DVB Link Server qui permet de se connecter à un serveur qui est muni de cartes d'enregistrement et qui gère toute l'acquisition. Il y a un serveur iTunes, il y a un serveur Plex, fameux fork de XBMC qui permet de distribuer le contenu. Il y a énormément d'applications d'entreprise aussi. On peut le transformer en serveur web, on peut s'en servir pour héberger les disques de machines virtuelles, ou même sur les versions les plus récentes, on peut s'en servir pour faire tourner des machines virtuelles, les serveurs étant derrière avec des processeurs suffisamment puissants. Vous pouvez en faire un serveur web, je l'ai dit, vous pouvez l'utiliser pour développer chez vous un Drupal, un Magento, un WordPress, vous pouvez grosso modo faire tout ce qui est possible dans un environnement qui va vous permettre une bien plus grande souplesse et une bien plus grande sécurité parce que tout est compartimenté que si vous étiez sur votre machine. Et cela, évidemment, est également disponible de l'extérieur parce qu'il est possible de sortir l'accès de votre DSM, de votre petit réseau local et de permettre l'accès par l'extérieur. Donc, vous pouvez très bien être à l'autre bout de la planète, accéder à votre serveur de base de données qui est ici, à votre serveur de médias qui est ici, etc. Là, moyennant configuration du routeur, placé dans une DMZ. Vous pouvez même faire votre propre serveur mail, par exemple. Oui, par exemple. Ou de téléphonie. Donc, il y a Asterisk. Donc, ceux qui veulent un central téléphonique gratuit chez eux, eh bien, ils peuvent installer. Il faut s'y connaître déjà un petit peu. J'imagine. Mais il y a pléthore d'applications, de plugins, tu l'as dit, Marc, etc. Énormément. Et ça se développe. J'imagine qu'il y a plein de gens qui développent des trucs. Il y a du logiciel libre derrière. Là, je vais repasser la parole à Sébastien. En fait, il y a quasi que ça. Alors, il y a quelques trucs de la part de Synology. Ils proposent déjà une bonne librairie. Mais après, il y a une communauté, comme le disait Marc, sans citer son nom, c'est la Syno Community. La Syno Community, c'est une fois que vous avez installé votre NAS, c'est la deuxième chose que vous installez, c'est ce lien vers ce repository de package. Et alors, vous avez juste, comme on l'avait montré à l'image, une liste d'icônes et le petit bouton Install, donc c'est 3 clics. Et de là, ça va juste chercher, comme on le fait sur une distribution Linux classique, un package, un RPM, et ici c'est un SPI. C'est un genre, c'est un truc un petit peu modifié à la sauce Syno, et ça va installer le truc pour vous.
C'est en fait un paquet d'une application Linux. Alors il y a énormément de trucs libres. Il y a Domotix dont on avait déjà longtemps parlé. C'était ma question suivante justement, la domotique dans tout ça, parce que quelqu'un l'a évoqué, je ne sais plus qui, a parlé de Patrick, qui est un de nos chroniqueurs qui vient de temps en temps. Mais qui parlait essentiellement de domotique quand il vient nous voir. Il avait parlé de Synology dans un hors-série consacré à la domotique, toi aussi Sébastien, et ça allait être ma question suivante, où est-ce qu'on trouve ces trucs? En gros, comment ça marche? Sans rentrer dans trop de détails évidemment, est-ce que c'est facile? C'est ça la question. Le truc c'est que à partir du moment où tu installes ces paquets, la plupart rajoutent des icônes dans ton DSM sur lequel tu as des interfaces web pour pouvoir aller les configurer, et tu vas changer les fichiers de config qui sont derrière, et automatiquement pour toi ça va modifier et relancer les services. Franchement, à part pour des gens que ça amuse et qui veulent aller vérifier quelques trucs, la plupart des gens ne vont jamais ouvrir une console sur leur NAS, ne savent même pas comment ça fonctionne SSH, ils vont faire clic-clic et tout va fonctionner. Oui, c'est ça. Un peu comme un smartphone, quoi, un peu comme une Smart TV ou un... Oui, et un peu comme, et alors il faut être aussi honnête sur le Synology. Il y a une raison qui a fait le succès de la marque, c'est aussi toute la communauté, donc Syno Community, qui propose des packages qui pour certains sont liés à des services un peu underground, on va dire. Si on va chercher des trucs comme Silkbird, si on prend SABNZB, si on prend Subliminal, Coach Potato, etc. Tous ces trucs que je cite, en fait, c'est pour certains, des outils qui vont chercher sur les newsgroups des NZB, l'autre qui le télécharge, qui range ta série, qui décompresse le tout, qui le met dans bon répertoire, un autre plugin qui lui va chercher les sous-titres sur des sites X et Y et qui va le chercher dans la langue que tu veux, qui le met au bon endroit, etc., etc. Donc, en fait, avec ce genre d'installation, tu peux te dire que tu prends 1 heure de configuration et tu choisis quelques séries que tu aimes bien, et le soir tu vas avoir chez toi la série qui a été téléchargée sur un torrent, sur un newsgroup, sur un que sais-je, qui est placée dans le bon répertoire, qui a été décompressée et que tu n'as plus qu'à faire play avec ta shield et ton Kodi, parce que lui aurait été le chercher la mise à jour automatiquement. Donc franchement, voilà, il y a une facilité au niveau du piratage, entre guillemets, avec une série d'outils qui fait aussi un petit peu le succès de la bestiole. Oui. Xavier, j'avais un truc à rajouter. Un autre point qui peut intéresser les plus débutants, c'est la facilité d'accéder à son NAS depuis l'extérieur. Donc le Synology a la force de pouvoir configurer automatiquement votre routeur afin d'ouvrir les ports et de faire la redirection de port automatiquement sur votre routeur. Donc ça va faire en sorte que votre NAS soit accessible de l'extérieur, mais alors il va pas se contenter de rediriger les ports pour que votre NAS soit accessible de l'extérieur, puisque la plupart d'entre nous n'ont pas une IP fixe chez eux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle adresse on va devoir aller pour se connecter à son NAS. Et Synology a développé un système d'InDNS en quelque sorte, où vous allez avoir la possibilité de créer une adresse du style mamaison.synology.me et votre NAS sera toujours accessible via cette adresse-là. Donc plutôt que de devoir retenir une IP, vous allez taper mamaison.synology.me. Comme DNS en fait. Voilà, c'est du DNS, mais c'est gratuit et c'est intégré et c'est très facile à configurer sur le Synology. C'est vraiment fait pour aussi bien les débutants que pour les utilisateurs avertis. On va pas rentrer dans tous les détails, on n'a pas le temps, ça a l'air tellement vaste comme univers, soyons clairs, et c'était pas le but de ce hors-série. Le but de ce hors-série, c'était de vous parler de ce dont on avait déjà parlé par ailleurs et qu'on cite régulièrement et qu'il fallait faire une mise au point à un moment ou à un autre. On va quand même parler de la chose qui fâche, même si on n'est pas là pour en vendre, soyons très clairs. On est sur quel type de budget pour ce genre de truc, soyons clairs. Je sais pas qui peut prendre la parole. Je vois Marc lever la main. Oui, effectivement, on est sur du matériel qui est quand même, on va pas dire hors de prix, il faut le mettre en perspective avec l'utilisation que vous en avez. Mais c'est clair que ça coûte plus cher que le disque dur de backup que vous allez acheter dans une grande surface spécialisée. C'est ça, Donc, on va dire, n'oubliez pas, premièrement, que les disques ne sont pas fournis. C'est toujours quelque chose qu'il faut apporter. Il y a différents modèles de disques. Il y a des constructeurs qui fabriquent des modèles de disques spéciaux pour les NAS, qui sont plus résistants aux vibrations, à la longue, etc. Il ne faut pas oublier que dans un NAS, dans une grande partie des cas, votre disque, il va tourner en
permanence. Il se met jamais au repos, il n'y a pas de... Si, il y a des systèmes de mise au repos, mais à partir du moment où vous avez des applications qui derrière tournent, ils vont les réveiller régulièrement. Donc les disques qui sont soumis, qui sont utilisés dans les NAS, généralement sont soumis à des stress plus importants que ceux d'un PC qui va être éteint une grande partie du temps. Ça accepte, juste une petite parenthèse, ça accepte du SSD ou pas du tout? Alors, si, absolument. À partir du moment où il y a des modèles qui acceptent également des disques en 2,5 pouces, tu peux mettre du SSD dedans. Tout le monde se dit, ce type est pété de thunes. Ça, c'est quand tu veux de la performance. Effectivement, un NAS avec du SSD... Une chose, c'est que... il ne faut pas oublier une petite chose, c'est que la vitesse que tu vas pouvoir retirer au niveau des téléchargements à partir de ton NAS, pas téléchargement via l'extérieur, dans le réseau, sur le réseau local, va dépendre de la puissance du processeur du NAS. C'est quelque chose qu'on a trop peu souvent tendance à prendre en compte, et c'est pour ça que beaucoup de gens croient que en achetant un disque dur chez MediaMarkt où il y a un port réseau, ils auront la même chose. Non, dans le disque dur avec un port réseau chez MediaMarkt, il y a un processeur Freescale qui tourne à 300 MHz, vous allez avoir maximum sur une interface gigabit, vous allez tirer, je sais pas moi, du 10 mégasecondes. Tandis qu'ici, avec un Synology bien configuré, en plus il y a moyen de faire de la duplication et de la redondance de lignes de l'agrégation de lignes pour multiplier, si vous voulez, les performances en mettant 2 câbles réseau au lieu d'un, vous pouvez facilement saturer une ligne gigahertz sans le moindre problème. Vous arrivez à du 100, 120 mégasecondes en transfert pur sans vous forcer. Donc, au niveau du prix, vous allez commencer avec un modèle de base. Je vais prendre un exemple, 215+, qui est un modèle d'entrée de gamme. 2B, c'est ça? Le 215, non, c'est vraiment le 215+, c'est le truc de base. Ah, d'accord, ok. Il y a 1 giga de mémoire, il y a un petit processeur dual-core, c'est pas un processeur Intel, c'est un processeur ARM. Il y a la place pour mettre 2 disques durs. Voilà, ça va vous coûter 300 € hors disque dur. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus complexe, on peut aller vers le 416. Le 416, c'est un modèle à 549. Là, vous avez 2 gigas de mémoire, vous avez un processeur quad-core, toujours de l'ARM, vous avez du transcodage 4K, vous avez une prise HDMI, vous pouvez directement le taper sur une télévision. Tous ces appareils restent des appareils qui servent dans un cadre purement domestique. Si vous voulez commencer à aller vers le semi-professionnel, qui est typiquement plus l'utilisation que Sébastien et moi nous en avons, et Xavier aussi je pense, là vous commencez à aller sur des modèles WeB. Là ça commence à chiffrer, effectivement. Le modèle que j'ai par exemple est à 899 hors disque. Et là, vous devez encore ajouter des disques. Vous avez des modèles qui vont aller beaucoup plus loin. Vous avez des modèles en form factor box qui peuvent héberger 24 disques. Ah oui, quand même. Là, ça rentre quand même à 1900 € juste la boîte, sans aucun disque. Vous pouvez avoir des blocs d'extension. Donc, autrement dit, la boîte de WeDisc peut être complétée par une troisième boîte de WeDisc. Qui, elle, n'aura pas de processeur nécessairement. Parce elle n'aura pas de processeur. Enfin, elle aura juste un processeur pour le traitement du RAID, parce que chaque arrêt est indépendant boîte par boîte, et un processeur pour la communication. Mais c'est une interface propriétaire basée à la base sur du SATA. Vous avez des modèles en 2,5 pouces où vous pouvez mettre du SSD si vous voulez. Mais encore une fois, voilà, n'oubliez pas que vous êtes capé par la puissance du processeur et la puissance... De toute façon, Mais vous avez aussi des modèles où vous pouvez mettre un SSD en plus des disques durs pour mettre un cache. Ça peut être pratique en entreprise. Et alors, derrière ça, vous avez aussi des modèles professionnels qui, eux, se présentent sous la forme de rack. 19 pouces. 19 pouces. Et bon, là, effectivement, on est dans des tarifs et dans des interfaces qui sont aussi beaucoup plus orientées professionnelles. On parle de 10 gigabits, etc. Donc voilà. Gardez juste ça en tête. C'est pas du disque dur de base. Ça fait beaucoup plus que ça. Oui, c'est ça, Qui est là. Mais maintenant, pour, on va dire, entre 650 et 700 €, vu le prix des disques durs maintenant, vous prenez un modèle 4B d'entrée de gamme, avec un processeur quad-core, vous saurez l'assurance si vous avez des disques durs qui suivent. Prenez des disques durs de 2 Tera pour 600-650 €, vous avez une configuration qui tient la route et qui vous permettra déjà d'avoir pas mal de
pas mal de marge. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Voilà. Et c'est pour ça, il faut toujours garder en tête, il y a la boîte d'un côté, il y a les disques durs de l'autre. Tout à fait. Sébastien, peut-être on va tout doucement conclure, parce que c'est un hors-série assez touffu qu'on est en train de proposer. Je conclue sur 2 points. Un premier très court, c'est que Marc le mentionnait, ça va saturer ton gigabit assez facilement. C'est possible, effectivement. Par contre, il faut savoir que les modèles de WiB qui existent maintenant sont avec soit effectivement 2 liens gigabits si tu as envie, comme ça tu as déjà un peu plus de place, mais surtout aussi avec des liens 10 gigas. Donc je peux mettre de la fibre sur mon NAS par exemple si j'en ai envie. Mais le switch coûte encore tellement cher pour le moment que je ne resterai en gigabit. Ça c'était un point. Le deuxième point, ce qui fait surtout la force de Synology, comme on le disait, c'est tout ce qu'ils ont développé, donc leur DSM. Ils n'ont pas développé que ça. Il y a tout un point qu'on a largement oublié, c'est toutes les applications qu'ils ont développées. Alors, si vous avez un iPhone, si vous avez un téléphone Android, une tablette, eh bien, sur chaque écosystème, vous allez retrouver plein d'applications de la part de Synology qui vont vous permettre de regarder les vidéos, d'aller naviguer dans vos fichiers, d'aller regarder vos photos, d'écouter votre musique, etc. À partir de votre NAS sur votre téléphone. Essayez avec une autre installation. C'est possible, mais essayez avec une autre installation de dire à votre femme, tiens, t'installes telle application, c'est ça ton login, et comme ça tu pourrais regarder les photos sur le NAS. Je vous assure que c'est pas évident. Ici, ma femme, je lui ai jamais rien installé. Elle a son login, elle a son téléphone, et elle a installé toutes les applications elle-même pour aller regarder les photos, pour aller stocker ses fichiers sur le NAS. Donc c'est extrêmement facile, et c'est voilà. Et ils ont plein d'applications qui tournent autour de leur NAS. Pour conclure, Marc a conclu, Sébastien a conclu, Xavier va conclure aussi. Oui, mais je veux juste revenir sur le prix. Il faut savoir que même si c'est un petit budget, c'est un achat que vous allez faire une fois et qui est vraiment évolutif, parce que même si à un moment vous arrivez à court d'espace disque, il est possible avec les baisses de prix en plus des disques durs de changer vos disques durs, même à chaud, et de bénéficier à ce moment-là de plus d'espace de stockage sans devoir acheter un autre appareil. Donc pour les personnes qui stockent un peu leurs photos, etc., maintenant ça veut changer ses disques, ça veut pas dire perdre ce qui est dessus. Ça veut dire, tout à fait. J'imagine qu'il y a des routines qui permettent de transférer les informations. Alors après, c'est du management, quoi. Il faut chipoter un peu, mais oui. Alors Marc, pour l'avoir déjà fait, tu dois rien transférer. Tu as des disques d'1 Tera, tu en as 5. Demain, tu veux passer à des disques de 4 Tera. Eh bien, tu remplaces le premier disque, il reconstruit ton arrêt sur le disque que tu as changé. Tu remplaces le deuxième, il le fait, etc. jusqu'au dernier. Et quand tu as fini le dernier, tu demandes simplement à Synology, dis, t'as vu, maintenant j'ai des disques plus grands. Tu t'élargis et pouf, t'as tout l'espace. Je veux dire, ça prend un peu de temps, même si on peut faire autre chose entre temps. Je veux dire, c'est les machines qui travaillent. Oui, ça continue à fonctionner. Ça continue à fonctionner, mais voilà, c'est ça. Il faut un peu prendre le temps de le faire, quoi. C'est un gros entretien, on va appeler ça comme ça, en quelque sorte. Donc voilà, je pense que là, on a bien fait le tour de cette question. On s'était promis de vous en parler. Une fois de plus, on n'a pas d'action chez Synology, mais quand un produit est bon, qu'est-ce que vous voulez, on va pas non plus lui inventer des. Est-ce qu'il a un défaut ? Est-ce que je voudrais un défaut ? Oui. Il en a un qu'on entend de temps en temps dans le podcast. Oui, les ventilateurs sont peut-être un petit peu bruyants. Quand tu prends WiB, ça fait parfois un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit. Oui, c'est vrai. Mais on peut le laisser à la cave. Mais on peut le laisser à la cave, effectivement. Donc on peut l'isoler. Ne l'enfermez pas dans une armoire parce que ça, après un moment, ça ne va pas du tout. Ça chauffe. Ça a tendance à chauffer, comme tout matériel informatique d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Si vous avez des questions, on a l'habitude de le dire, mais là, comme on a fait un gros hors-série, mais vraiment gros, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera d'y répondre, soit dans un nouveau hors-série consacré à ça, ou dans un épisode traditionnel, ou par écrit, en commentaire. Ça dépend un petit peu de la force de la question, du poids de la question et de la réponse également. Merci en tout cas à Sébastien d'avoir amené ce sujet en compagnie de Marc, évidemment, et bien entendu de Xavier. Ici soumis à 3 pour ce hors-série, qui est sans doute le plus gros hors-série qu'on vous ait proposé. C'était un hors-série à 3B. Voilà. À très bientôt. Au revoir.